Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Et le loup sorti du bois, film radiophonique de Jean Châtenay, avec Micheline Français, André Valmy, Nicole Verville, Philippe Dumas, Jacques Sapin, Marc Lamolle et Henri Poirier. Ah ben, pour un dimanche, mon cher Lancelot, avouez que nous sommes gâtés. Hein. Oui. Bon, eh ben, vous me ferez conduire les 3 corps à l'Institut médico-légal, dès que les photographes auront terminé. Je voudrais les conclusions de notre expert en armes à feu et celles du médecin légiste, le plus tôt possible. Attendu, chef. Nous avons déjà récupéré 2 balles. Hein? Une dans le dossier du canapé, là où était assis le propriétaire de la villa quand on l'a tué. Et l'autre dans le mur de l'escalier, celle qui a causé la mort de la petite. La 3e est logée dans le crâne du type qui était tendu sur le seuil. Bon. Qu'est-ce que vous pensez des 2 projectiles que vous avez trouvés, vous? À première vue, ils sont sortis du même canon. C'est du 7,65. Un massacre. C'est mon impression, oui. Le premier coup pour l'homme qui était assis sur le canapé. Le 2e pour la petite qui était accourue en attendant le premier. Et le 3e pour le visiteur. La voisine d'en face est à la porte. Elle voudrait bien savoir ce qui se passe. Vous voulez la voir? Oui, bien sûr, bien sûr. Faites-la passer par derrière. Hein. C'est inutile de lui faire voir ça. Oui, d'accord. Voici les papiers d'identité des 3 victimes. Ah, merci. Willy Schmidt. Willy Schmidt, créateur de mode. Pierre Boursenac, directeur de société. Marie Maupertuis et Caroline Bell, née Dufour, artiste dramatique, née le 20 janvier 1946. 1946. Ouais. Pauvre gamine. Par ici, madame. Non, merci. Bonjour, monsieur. Vous êtes le commissaire? Le commissaire Geoffroy, oui, madame. Ah, très bien. Veuillez vous asseoir, je vous en Si. prie. Puis-je vous demander votre nom? Éléonore Durfé, le peintre. Plaît-il? Eh bien, je suis le peintre Éléonore Durfé. Ah. J'ai exposé l'an dernier à la Galerie Médicis, à Honfleur. Bien Oui, sûr. vous voyez bien. Oui, excusez-moi, oui. Et alors, vous êtes la voisine de monsieur... Monsieur Schmitt. Schmitt, oui. C'est ça. Willy Schmitt. Willy Schmitt, oui. Schmitt, n'est-ce Je pas? suis la voisine d'en face. Oui. Alors, qu'est-il arrivé à ce monsieur Schmitt? On l'a assassiné. Assassiné. Oui. Mais quelle horreur! Eh bien, monsieur le commissaire, je vais vous dire une chose. Ce coin de Marne-la-Coquette est très isolé. Alors, la police nous délaisse, vous comprenez? Et voilà le résultat. Chère madame, c'est un gardien de la paix qui a découvert ce crime. Oui. En faisant sa tournée dans Marne de bonne heure ce matin. Ah. Et nous sommes dimanche. Alors vous voyez qu'on ne vous délaisse pas autant que vous le pensez. Oui. Évidemment. Bon, alors connaissez-vous la personne dont voici la carte d'identité? Oh, mais bien sûr, voyons, c'est la petite amie de monsieur Schmitt. Elle est arrivée ici avec lui hier après-midi. J'étais à la fenêtre de ma chambre au 1er étage. À quelle heure? Oh, 5 heures? Oui, vers 5 heures sans doute. La lumière devenait moins bonne, alors je m'étais arrêté de travailler. Ma peinture est très virile, vous savez. Alors il me faut du soleil. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à cette petite demoiselle aussi? Elle a été assassinée. Oh, Si, sans doute en venant au secours de monsieur Schmitt. mais c'est abominable! Dites-moi, est-ce que vous connaissez cet homme? Boursenac Pierre. Ah non. Non, ça, lui, je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais aperçu en compagnie de monsieur Schmitt? Jamais. Toutefois, je ne surveille pas la villa de monsieur Schmitt en permanence. Alors, je ne connais pas toutes ses relations. Oui, vous comprenez? évidemment, oui. Quel homme était Willy Schmitt, d'après vous? Oh, bah, vous savez le métier qu'il faisait. Oui, c'était un créateur de gadgets. Alors, vous voyez un peu le sérieux de ses occupations.
Il faut croire que l'humanité est vraiment stupide. Il gagnait apparemment beaucoup d'argent. Il donnait plusieurs fois par an dans les jardins de sa villa des soirées. Oui, enfin. Babylone, monsieur le commissaire, Babylone. Ah oui. Caroline Bell assistait à ces célébrations? Ah, je ne l'y ai jamais vue, non. Non, elle, c'était plutôt, comment vous dire, l'amie permanente de monsieur Schmitt. Enfin, un peu sa femme. Je ne trouve pas le mot. Sa régulière. Voilà, sa régulière. Sa régulière. C'est ça, tout à fait. Bon, il semble pourtant qu'elle ait été l'épouse d'un certain Maupertuis, domicilié au Péreux. Ah bon? Oui. Mais et celui à qui appartient cette carte d'identité, ce Boursenac, alors, qui c'est? Qui était-ce, voulez-vous dire? Oh! Nous l'avons trouvé à l'entrée de la villa, une balle entre les deux yeux. Mais c'est pas... Mais c'est une hécatombe! Eh oui. Mais c'est effrayant! Enfin, vous n'avez rien entendu cette nuit? Mais non, rien du tout! Il y a eu 3 coups de revolver. 3! Mais c'est insensé! Enfin, vous savez, il y avait si souvent du chahut chez M. Schmitt que même si j'avais entendu 3 coups de revolver, ça ne m'aurait pas autrement inquiété. Ah non, mais je vous jure que je n'ai rien entendu. Et pourtant, j'ai le sommeil si léger. La chose a dû se produire à une heure où vous dormiez plus profondément que d'habitude. Oui, peut-être. Nous avons trouvé la voiture de Boursenac très mal arrêtée devant la villa de M. Schmitt. Oui. C'est elle qui a intrigué l'agent ce matin. Les lanternes étaient allumées. Le pauvre homme devait rouler sur l'avenue. Il aura entendu les 2 premiers coups de feu. Il s'est arrêté. Il est entré dans la villa. Il s'est heurté à l'assassin qui l'a étendu, raide. Ah, c'est effrayant. Mais c'est une tragédie. Ah oui. Oh, et quelle folie de la part de ce malheureux d'entrer ici sans aucune précaution, enfin, après avoir entendu 2 coups de revolver. Ah, c'est vrai. Enfin. Une imprudence mortelle. Prudence. Bon, eh bien, chère madame, vous pouvez rentrer chez vous. Ne quittez pas votre domicile sans nous en informer. Bien. Hein? Oui, nous devrons enregistrer officiellement votre témoignage. Dites-moi, au quai des Orfèvres? Mais oui, madame. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ah ouais? Ben non, vous comprenez, il y a si longtemps que j'en ai entendu parler que... Oui. Quai des Orfèvres. Très bien, eh bien, alors au revoir. Au revoir, madame. monsieur le commissaire. Je vous en prie, au revoir. Par ici. Lance-le. Alors, chef, Hein? la voisine. Oh, pittoresque. Oui, mais malheureusement, elle ne sait rien. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu. C'est mince. Oui, comme vous dites, oui. Bon, alors. Cette petite Caroline Bell, née Dufour, s'appelait pour de bon Marie Maupertuis et habitait le Péreux. Hein? Alors, je vais y aller, parce qu'il y a sûrement un mari là-dedans. De votre côté, vous voyez s'il n'existe pas une Madame Boursenac. Il habitait Sanois. Attendez, voilà ses papiers. Merci. Et si je trouve la femme? Oh, bah, vous la prévenez, mais avec ménagement, hein? Oui. Ménagement. Oui. Et vous tâchez de savoir, avec le plus de précision possible, qui était Pierre Boursenac. On était mariés depuis 5 ans, monsieur l'inspecteur. Il était monté d'Aurillac à Paris après la guerre. Il avait d'abord travaillé chez un cousin qui tenait un bureau de tabac avenue Rapp. Seulement, ça lui plaisait pas. Alors, il a eu l'occasion de partir pour l'Iran avec, je sais pas, une entreprise qui installait une fonderie dans la région de Téhéran. Et puis, il est resté 4 ans là-bas, alors. Ensuite, il est rentré en France et il a monté une affaire de récupération de métaux. Et alors là, ça a bien marché. Et on s'est mariés. Et puis, on est venu s'installer à Sanois. Je veux le voir, monsieur l'inspecteur. Je veux le voir. Conduisez-moi où ils l'ont mis. Je vous en prie. Nous irons. Ce ne sera pas très agréable pour vous. Mais j'aurai pas peur, je vous assure. Et puis j'espère que vous allez vite retrouver celui qui l'a tué. Et qu'il aura ce qu'il mérite. Vous pouvez peut-être nous y aider. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre mari a été assassiné la nuit dernière en pénétrant dans la villa d'un certain Willy Schmitt, à Marne-la-Coquette. Avez-vous idée de ce qu'il faisait dans ces parages? Sa mère habite Ville d'Avray. Alors, il est allé lui rendre visite hier soir. Il me l'avait annoncé en rentrant dîner.
Et il y est bien allé? Bah, vous pouvez interroger ma belle-mère. Je lui ai moi-même téléphoné cette nuit en ne voyant pas rentrer. Et elle m'a dit qu'il était resté près d'elle... attendez, jusqu'à 11h30. Il allait la voir fréquemment? Oui, une fois par semaine. Le soir? Bon, bah, ça lui arrivait. À votre connaissance, votre mari était-il en relation avec Willy Schmidt? Oh, non, il m'en a jamais parlé en tout cas. Et en ce qui concerne Caroline Bell? C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Voici sa photo. Elle était très jolie. On dirait une actrice. Et c'était une actrice. Ah. Une débutante, paraît-il. Excusez-moi de vous poser une telle question, mais vous ne pensez pas que votre mari ait pu... Comment? Oh, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Mais Pierre ne m'a jamais trompé. Il était amoureux de moi comme au début. Bien, je vous demande pardon. Votre mari était un homme très vigoureux, n'est-ce pas? Oh, oui. Oh, ça, vous pouvez le dire. Il faisait un métier où il ne faut pas avoir une santé fragile, vous savez. Et puis alors, autrefois, il jouait au rugby. Et puis, il m'emmenait souvent à la boxe. Ah, ça, on peut dire qu'il faisait pas bon lui marcher sur les pieds, hein. Vous pensez que s'il a entendu ces 2 coups de feu en passant en voiture devant la villa de Schmidt, il a pu se précipiter dans la villa pour porter secours à quelqu'un? Oh, j'en sais rien. Oui, c'est possible. Oui, je crois qu'il l'aurait fait. Monsieur Maupertuis est absent depuis hier soir, monsieur le commissaire. Quant à madame, elle tourne actuellement un film en Angleterre, pour la télévision. Le pseudonyme de madame Maupertuis est bien Caroline Bell. En effet. Eh bien, je suis navré de vous apprendre que madame Maupertuis a été assassinée la nuit dernière. Assassinée? À coup de revolver. Grand Dieu! Là-bas, en Angleterre? Non, ici, en France. À Marne-la-Coquette. Dans la villa d'un certain Willy Schmidt. Mais c'est impossible. Madame est à Londres depuis 8 jours, elle doit rentrer mercredi. C'est une erreur, monsieur le commissaire. Voilà sa carte d'identité que nous avons retrouvée dans son sac à main. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, un malaise. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Oh, quel drame. Voyez-vous, monsieur le commissaire, j'étais persuadé que ça finirait mal. Comment ça? Voilà 20 ans que je suis au service de monsieur Maupertuis. C'est un homme minutieux, assez dur, mais qui aime sa femme comme un adolescent. Quand il s'est marié, il y a 2 ans, lui, à 57 ans, avec une personne qui aurait pu être sa fille, j'ai été persuadé que ça ne pouvait pas marcher. Mais ça ne marchait pas. Si, ça marchait, apparemment. Parce que monsieur prenait sur lui sans arrêt. Ah. Mais quand un homme qui a le caractère de monsieur prend sur lui sans arrêt pendant 2 ans... Il finit par exploser un jour ou l'autre. C'est ce que je redoute depuis 2 ans. Bon, d'après vous, donc, monsieur Maupertuis a tué sa femme. Comment? Mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ah bon, excusez-moi. Pas du tout. Je veux dire que je redoutais quelque chose d'indéfini, monsieur le commissaire. Je sentais le malheur dans l'air. Et à midi, quand j'ai vu que monsieur ne rentrait pas, c'est devenu une certitude. Bon, écoutez, voulez-vous mettre un peu d'ordre dans vos idées, s'il vous plaît, hein? Vous n'insinuez pas que monsieur a tué madame, mais la mort tragique de madame ne vous étonne pas tellement. Et vous avez eu la certitude qu'un malheur était arrivé quand vous avez vu que monsieur ne rentrait pas ici aujourd'hui. Bon, alors, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon d'établir un lien entre les 2 événements? Je n'y comprends rien, monsieur le commissaire. Je suis un homme simple et pas très bien portant. Vos paroles m'ont bouleversé. Bon, écoutez, voyons les choses simplement, hein? Quand avez-vous vu monsieur Maupertuis pour la dernière fois? Hier soir, à 10h30. Bon. Monsieur m'avait prévenu qu'il devait ressortir et qu'il passerait sans doute la nuit dans son appartement de l'avenue Mozart. Ah, parce qu'il a un appartement avenue Mozart en plus de cette villa au Péreux? Oui. Quand ses affaires le retiennent tard le soir à Paris ou quand il sort le soir avec madame, il ne rentre pas ici. Et hier soir, il avait décidé de sortir tout seul. Il avait projeté un moment d'aller rejoindre madame à Londres pour le week-end. Il lui avait téléphoné vendredi. Mais elle avait répondu que ce n'était pas possible. Oui, je comprends ça. Et monsieur a pris sur lui, comme d'habitude. À quelle heure est-il parti hier soir? Très tard, vers minuit. Il s'est installé dans son bureau après dîner et il s'est mis à travailler. Moi, je suis allé me coucher à 10h30, comme d'habitude. À minuit moins le quart, la sonnerie du téléphone m'a réveillé. Et j'ai entendu monsieur quitter la villa presque aussitôt. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. À présent même, je ne me sens pas du tout reposé. Je vais vous laisser dormir.
Voulez-vous simplement me donner l'adresse exacte de M. Maupertuis, avenue Mozart? Je vous connaissais pas ses talents de serrurier, Lancelot? Ah, je me serais pas frotté à la serrure de l'entrée principale. Mais la serrure de l'entrée de service est généralement moins coriace. C'est d'ailleurs l'erreur que commettent la plupart des gens qui se font cambrioler. Voilà. Vous permettez que j'entre le premier? Le bonhomme est peut-être chez lui et il est peut-être armé. Il répond pas quand on sonne, et il répond pas non plus quand on téléphone. Si c'est lui qui a tué les 3 autres la nuit dernière, il ne tient sûrement pas à se manifester. Attendez, on va bien voir. Oui. Monsieur Maupertuis! Monsieur Maupertuis! C'est la police! Nous voulons vous parler tranquillement. Ne faites pas d'imprudence. Bon. Allons-y. Oui. Monsieur Maupertuis! Voulez-vous allumer la lumière, Lancelot? Oui, tout de suite, chef. 3 plus 1 égale 4. Eh ben, pour un dimanche, nous ne sommes pas gâtés, Lancelot. Nous sommes vraiment comblés. Vous avez déjà repris le travail, Madame Boursenac? Il le fallait bien, monsieur le commissaire. Mon frère est arrivé d'Aurillac et c'est lui qui reprend la direction de la société avec moi. Pierre est mort juste au moment où il venait d'avoir l'adjudication d'un cargo réformé. Alors il faut mettre ce bateau en morceaux. Je ne sais pas si vous voyez bien le travail. J'imagine. Dites-moi, madame, je m'excuse de vous ennuyer encore une fois. Est-ce que vous accepteriez de répondre à mes questions? Oh, écoutez, j'ai dit à votre collègue tout ce que je pouvais lui dire. Pierre est mort et tout le monde sait maintenant qu'il a tué. Et son meurtrier s'est suicidé. Oui. Mais dans une affaire criminelle, il faut penser à tout avant de se faire une opinion définitive. Vous n'avez pas encore une opinion définitive? Non. Non, enfin, pas tout à fait. Voyez-vous, madame, je me demande, par exemple, pourquoi votre mari est passé par Marne-la-Coquette en rentrant de Ville-d'Avray à Sannois. C'est pas le chemin le plus direct. Moi, j'en sais rien, moi. Vous êtes certaine qu'il n'avait aucune raison d'aller chez Willy Schmidt? Mais je ne connais pas ce Schmidt et je n'ai jamais entendu Pierre en parler. Oui, enfin, votre mari avait-il des relations dont il ne vous parlait pas? Enfin, n'avait-il aucun secret pour vous? Enfin, est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'il vous trompait? Oh, vous aussi. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans la peau à la police pour poser des questions pareilles? C'est qu'elles ont une grande importance dans les problèmes que nous créent les gens, Madame Boursenac. Voyons, êtes-vous certaine qu'il n'y avait aucune autre femme dans la vie de votre mari? Pierre avait 10 ans de plus que moi. Quand on s'est mariés, il avait déjà beaucoup vécu, comme on dit. Vous étiez jalouse? Bien sûr, j'étais jalouse. Pierre était le seul homme dans ma vie à moi. Ça, je peux vous le dire, monsieur le commissaire. Alors j'étais jalouse, vous avez raison. Tenez, il y a 6 mois, je me suis aperçue que Pierre avait retiré 150 000 francs de la banque sans m'en parler. Et vous voyez, j'ai pensé aussitôt que c'était pour faire un cadeau à une femme. 150 000 francs anciens? Non, nouveau. Quel cadeau? Oui, alors, quelques jours après, il a reçu un coup de téléphone. Il était dans son bureau, et puis moi, je venais d'entrer dans la pièce à côté, sans qu'il m'entende. Il donnait un rendez-vous à quelqu'un qui tutoyait, vous comprenez? Et puis il parlait bas. Enfin, c'était bizarre, quoi. Mais alors, vous êtes allé au rendez-vous? Oui. C'était dans un café du boulevard Saint-Germain. Alors, je suis entrée aussi discrètement que possible, et j'ai vu Pierre attabler avec un homme. Il venait de lui donner sa serviette et l'autre lui montrait des papiers. Les 150 000 francs étaient dans la serviette? Oh ben ça, c'est pas ce qui m'intéressait. Vous savez, moi j'étais morte de honte. Vous pensez, j'avais suivi mon mari pour le coincer avec une petite, et puis je le trouvais en train de discuter affaire avec un client, alors... Vous êtes certaine qu'il s'agissait d'un client? Probablement. J'ai pas bien vu les papiers qu'il lui montrait, mais
Attendez donc, je crois bien que c'était des plans. Vous savez, un peu comme ceux des architectes. Est-ce que vous connaissiez ce client? Non. Non, je l'ai à peine entrevu, vous savez, puis alors il était presque de dos. Et puis alors moi, je me suis sauvée comme une voleuse. Alors, j'avais tellement peur que Pierre m'ait vue. Mais il m'a parlé de rien. Ah ça a été une bonne leçon pour moi, je vous le garantis. Et l'argent? Je sais pas ce qu'il en a fait. Peut-être un placement. Attendez, je me souviens, il m'avait demandé vers cette époque-là de me documenter sur une société qui construisait des immeubles en Espagne. Oui, ils font de la publicité dans les journaux en ce moment. Ça s'appelle la Société de promotion et de gestion immobilière. Promotion. Et gestion immobilière, oui. Immobilière. Le patron, c'est un nommé Benoît. Benoît. Oui. Votre mari est entré en relation avec lui? Bon, ça c'est possible. Mais je lui ai seulement donné les renseignements et il n'en a plus été question après. Et puis vous savez, Pierre n'était pas très bavard. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Votre collègue est là depuis ce matin. Il fouille toute la maison. C'est très déplaisant. Oh, ne vous inquiétez pas. Il a un mandat de perquisition. Parfaitement en règle. Dites-moi, entre nous, vous avez une nez creux. Vos prévisions les plus pessimistes se sont réalisées. Et même au-delà. Il y a des choses qu'on peut prévoir facilement, monsieur le commissaire. Quand un homme rangé perd la tête à cause d'une femme... Oui. Que ça vous serve de leçon. Non, monsieur le commissaire, je vous jure que ce n'est pas du tout mon genre. Non, ne jurez de rien, mon ami. Bon, où se trouve Lancelot en ce moment? Dans le cabinet de travail de monsieur. Si vous voulez me suivre... Mais allez-y. C'est ici, monsieur le commissaire. Merci. Chef. Ouais. Alors. Oui, c'est pas brillant, vous savez. Mon Pertuis était un homme extraordinairement organisé, ça se confirme. Tout est rangé, classé, répertorié, mais rien n'a le moindre intérêt pour nous. C'est-à-dire que rien n'indique que Maupertuis ait eu affaire à Willy Schmitt, ni à Boursenac, avant samedi soir. Ennuyeux, ça, hein? Eh oui. C'est ennuyeux. Voilà, en somme, nous nous retrouvons avec un parfait honnête homme, victime du démon de midi, qui l'a brutalement conduit à la tombe. C'est mon avis. Sauf en ce qui concerne le parfait honnête homme. Hein? Comment ça? Ah oui, j'ai jeté un coup d'œil sur les livres de la société d'import-export qu'il dirigeait. Alors. Mes faibles connaissances en droit commercial me donnent à croire que M. Maupertuis a joué un joli tour à son percepteur il y a une dizaine d'années. Oui. Sauf erreur, il a déclaré pendant plusieurs années un certain nombre d'actionnaires fictifs, ce qui doit représenter quelques millions anciens d'économies sur le dos du fisc. C'est pas si mal, ça. Il a vraiment eu de la chance d'échapper aux vérifications. Notez que par la suite, l'affaire devenant florissante, il n'est plus jamais sorti de la légalité. Autant que je puisse en juger, bien sûr. Voilà, rien d'autre sur le chapitre financier? Non, rien. Sauf un retrait de 300 000 francs à la banque il y a 6 mois. Et j'ai retrouvé aucune trace de cet argent. Pardon? Répétez. 300 000 francs à nouveau. Ah. Une très grosse surprise pour Mme Maupertuis, alias Caroline Bell, je suppose. En cherchant bien chez les bijoutiers en France et ailleurs, nous découvrirons peut-être de quoi il s'agit. Bon, ça m'étonnerait. Vous imaginez un homme comme Maupertuis se promenant avec 30 anciens millions dans ses poches en quête de cadeaux pour une femme? Pour sa femme? Non. Mais vous venez peut-être de trouver un maillon de la chaîne invisible que je devine entre Maupertuis, Schmitt et Boursenac. Pas possible. Attendez un peu. Voyons, vous dites que Maupertuis ne laissait rien au hasard. Rien. Bon. En dehors des livres de la société, où avez-vous trouvé vos renseignements? Dans ses agendas. Tenez, les anciens sont rangés dans la bibliothèque, reliés pleine peau, avec les titres dorés à leur fin. Une idée de maniaque, non? On peut remonter jusqu'en 1954. Ouais, pour l'année en cours. L'agenda est là, encore sur son bureau. Et en ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Dites. Attendez. Qu'un peu de chance. Lancelot, écoutez-moi ça. Société de promotion et de gestion immobilière. Pardon?
Il y a 6 mois, le sieur Maupertuis, qui venait de sortir 300 000 francs lourds de sa banque, notait sur son agenda « Société de promotion et de gestion immobilière ». Or, à la même époque, M. Boursenac, qui venait de délester son propre compte de 150 000 francs, s'intéressait à la même société. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, je sens que nous allons prendre l'enquête à son début, n'est-ce pas? Et Tardard, mon vieux Tardard. Vous allez dans l'immédiat vous rendre à la banque de Willy Schmidt et leur demander si par hasard... Il n'aura pas eu le même geste que les 2 autres il y a 6 mois. Voilà, voilà. Alors pour moi, je vais me rendre chez M. Benoît, oui, un PDG, lui aussi, le PDG de la Soprogie, qui construit des châteaux bon marché en Espagne. Ah bah tiens, vous êtes là, vous. Excusez-moi, monsieur le commissaire, je voulais voir si vous n'aviez besoin de rien. Ben si. Oui, justement, j'ai besoin d'une confirmation. Un peu ici. Dites-moi, est-ce que vous m'avez pas dit l'autre jour que M. Maupertuis avait l'intention de passer la nuit de samedi à dimanche à Paris? En effet, il m'avait prévenu qu'il ressortirait après dîner et qu'il passerait la nuit avenue Mozart. Et vous l'avez entendu quitter la villa aussitôt après ce coup de téléphone? À minuit, parfaitement. Le téléphone m'a réveillé en sursaut et j'ai regardé aussitôt ma pendule. J'étais furieux. Il y avait de quoi, hein. Bon, à bientôt, mon ami. Je m'appelle Arsène, monsieur le commissaire. Ça ne m'étonne pas de vous, Arsène. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout, commissaire? Enfin, la Soprogie n'a jamais eu affaire à ces messieurs, de près ni de loin. Ni à Maupertuis, ni à Boursenac, ni à Schmitt. Non, jamais entendu parler. Jamais vu non plus, monsieur Benoît. Tenez, voici leurs photos. Ça te va? Non, jamais vu, non, jamais. Ce sont pourtant 3 des protagonistes de ce que le public appelle maintenant le carnage de Marne-la-Coquette. Je suis très occupé, vous savez, il y a des affaires sérieuses. C'est une affaire très sérieuse, monsieur Benoît. Voici la 4e victime de cette pénible histoire, la comédienne Caroline Bell, épouse Maupertuis. Jamais vue, elle non plus. Je n'ai pas le temps non plus d'aller au spectacle, commissaire. Vous savez, les gens importants rencontrent quelquefois les comédiennes hors des salles de spectacle. Bon, commissaire, cette plaisanterie est parfaitement déplacée. Excusez-moi. Vous m'excuserez également des tracasseries que je vais être obligé de vous imposer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons la preuve que 2 des victimes, sinon 3, se sont intéressés ensemble à la Soprogie il y a 6 mois. Hein? À l'instant même où elles mettaient en circulation un certain nombre de billets de banque dont nous ne retrouvons pas la trace. Et alors? Je vous dis que je n'ai jamais vu ces personnes, alors. Puisque vous adoptez une attitude résolument non coopérative, je dois agir en policier méthodique. C'est-à-dire mettre mon nez partout où ça peut être utile. À votre aise, je vous souhaite bien du plaisir. Merci beaucoup. Ah, une dernière vérification, et je vous laisse. Je suis venu avec une personne que je voudrais vous présenter. Encore une fois, commissaire, je n'ai pas de temps à perdre. Ça sera vite fait. Madame, s'il vous plaît. Monsieur? Madame? Je vous présente Monsieur Benoît, président, directeur général de la Soprogie. Mais vous connaissez peut-être. Eh bien, mon mari m'avait parlé de cette société, mais je n'ai jamais rencontré Monsieur Benoît. Jamais? Vous êtes sûr? Ah, certaine. Mon mari peut-être... Non. Monsieur Benoît m'assure qu'il ne connaissait pas Pierre Boursenac. Vous ne connaissez pas non plus sa femme, je suppose, Monsieur Benoît? Absolument pas. J'en suis désolé pour vous. Et pour moi. Rien. Rien, Lancelot, rien. Le mur. J'ai beau faire, rien du tout, rien. Lui ne sait rien et n'a jamais vu personne. J'ai fait vérifier ses écritures, j'ai pris tous les renseignements possibles sur la Soprogie. Tout est en règle, tout. Aucune rentrée d'argent suspecte, pas la moindre opération illicite. Ils ont une excellente réputation à Paris comme à Madrid. Quant à la veuve de Boursenac, ou bien elle joue la comédie à la perfection, ou bien, en effet, elle n'a jamais rencontré Benoît. Ah, c'est invraisemblable. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça signifie, ce petit sourire, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah, ma foi, la roue tourne. Vous n'avez rien trouvé cette fois-ci, mais moi,
Alors tenez-vous bien. Quoi Et asseyez-vous. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe alors? Primo, Oui. Willy Schmidt a effectivement retiré 150 000 francs à sa banque il y a 6 mois. Et comme dans les 2 cas précédents, cet argent a disparu sans laisser de trace. Ah non. Si. Ah non, ne me dites pas que Schmitt était aussi en relation avec la Soprogie. La Soprogie figure effectivement sur son carnet d'adresses. Oh, Votre zèle est communicatif. J'ai mis tous nos hommes sur les dents et ils ont découvert 2 éléments très intéressants dans le passé de Boursenac et de Maupertuis. 2 éléments d'une concordance stupéfiante. Lesquels? Quel est le nom du directeur de la Soprogie? Bah Benoît, mon vieux, et alors? Alors, il y a un Benoît dans le procès de Boursenac. Quoi? Sa veuve m'a raconté l'autre jour que son mari avait travaillé plusieurs années en Iran. Or, parmi le personnel de l'entreprise qu'il employait à Téhéran, nous trouvons un comptable nommé Benoît. Oui, mais bon, enfin, Benoît est un nom presque aussi répandu que Martin ou Durand, oui, enfin. ça, sans doute. Mais nous savons également que Maupertuis a fraudé le fisc autrefois. Hein. Oui. Ce genre d'exploit ne peut s'accomplir sans que le comptable de la société soit de mèche avec le directeur. Et alors, à l'époque, le comptable de Maupertuis s'appelait... Benoît? Lui aussi. Et vous supposez qu'il s'agit du même homme? Ah ben c'est le même homme. C'est Benoît Roger, né à Paris, 14e, le 30 juillet 1905. Sous le signe du lion? Je ne sais pas. Sous le signe du lion. Oui, monsieur. Lancelot, l'affaire se corse. Et précision supplémentaire, Roger Benoît a été rapatrié d'Iran très mal en point, les entrailles dévorées par différents parasites. Je vous ai apporté sa photo à tout hasard. On va voir ça. Ouais. Mais dites donc, mais je viens de le rencontrer, moi. Bon, enfin, si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Et dont le prénom est Marcel. Quoi, le directeur de la Soprogie? Ouais, faites-moi le plaisir de l'envoyer chercher illico, hein. Nous verrons s'il sera aussi à l'aise ici que chez lui. Ouais, ben, je m'en occupe tout de suite. Oh, je l'ai oublié. Savez-vous que la police iranienne nous a appris quelque chose d'assez amusant à propos de Boursenac? Quoi non? Qu'il s'était marié à Téhéran pendant son séjour, le plus légalement du monde, et qu'il a laissé sa femme là-bas en partant. Non. Si, chef, Boursenac était bigame, il n'y a aucun doute là-dessus. Commissaire, je ne suis pas disposé à supporter des tracasseries sans motif. Je vous préviens que j'ai téléphoné à mon avocat en quittant mon bureau. Et que si jamais vous vous permettez... Allons, monsieur Benoît, allons. Du calme, hein? Je vous ai montré hier matin plusieurs photos. Et voici de nouveau. Et aucun de ces portraits ne vous dit rien. Bien qu'il s'agisse des 4 victimes du carnage de Marne-la-Coquette. Non. Bon, alors j'ai une 5e photo à vous montrer aujourd'hui. Connaissez-vous cet homme? C'est mon frère. Votre frère Roger? Oui. J'espère qu'il n'est pas mêlé à cette histoire de Marne-la-Coquette. Vous l'en croyez capable? Parlez-moi de votre frère, monsieur Benoît. Dites-moi d'abord de quoi vous l'accusez. Eh bien, je le soupçonne d'avoir joué un rôle dans le carnage de Marne-la-Coquette, comme vous semblez le craindre. Mais attention, je ne dis pas que ce soit un rôle capital. Non, non. Alors, que pouvez-vous me dire de votre frère? Eh bien, c'est un garçon intelligent, mais incapable de tenir une place décente dans une société civilisée. Il est comptable, en principe, mais il change de place tous les 8 jours. Il a travaillé quelques années en Afrique et au Moyen-Orient. Il en est revenu en mauvaise santé. Il vient chez moi 1 ou 2 fois par an, généralement pour me demander de l'argent. De grosses sommes? Non, il connaît le chiffre au-delà duquel je l'enverrai promener. Tant qu'il reste raisonnable, je m'exécute. C'est mon frère, et j'ai horreur du scandale. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Eh bien, il y a environ... oui, c'était au moment où nous lancions un programme de villa près d'Alicante. Il y a 6 mois. Oui, 6 mois. Pour une fois, d'ailleurs, il ne m'a pas demandé d'argent. Il m'a dit qu'il avait trouvé une place chez un négociant en vin à Bordeaux. Il avait l'air ravi. Il restait 2 ou 3 jours à Paris pour voir son médecin. Il me demandait seulement l'hospitalité. C'est pas le genre de choses que je pouvais lui refuser. Vous l'avez donc hébergé pendant plusieurs jours? Oui. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive de rapporter chez vous certains documents? Enfin, des documents qui concernent vos affaires espagnoles. Évidemment. Oui, j'ai le double de tous les dossiers importants de la Soprogie.
Je n'ai pas un très bon sommeil, il m'arrive de travailler la nuit. Bon, il y a 6 mois, par exemple, votre frère aurait pu prendre connaissance de ce programme d'Alicante, pendant qu'il logeait chez vous. Oui, c'est possible, oui. Oui. Bon, enfin, je vois pas pourquoi il l'aurait fait. Mes affaires ne l'intéressent que dans la mesure où il en profite indirectement en me tapant de quelques milliers de francs chaque année. Vous n'avez pas constaté la disparition d'un document quelconque après son séjour? Bon, non, ma foi, non. Non. Je suppose que vous avez une machine à photocopier, comme tous les directeurs à la page. Bien sûr, oui. D'ailleurs, mon frère m'a demandé la permission de l'utiliser pour avoir des doubles de ses ordonnances et des papiers qu'on lui demandait à Bordeaux, je crois, pour l'engager. Très bien, très bien. Dernière question, monsieur Benoît. Je vous en prie. Étiez-vous la seule personne à qui votre frère empruntait de l'argent pour vivre? Ah, ça, je n'en sais rien. Nous ne fréquentions pas tout à fait le même milieu. En tout cas, je n'ai jamais reçu aucune plainte à son sujet, ça. Je vous remercie, monsieur Benoît. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où nous pourrions joindre votre frère? Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 6 mois, monsieur le commissaire. Bon, logiquement, il devrait se trouver à Bordeaux. Je vous remercie. Bien entendu, aucune trace de Roger Benoît à Bordeaux ni ailleurs. Ah, c'est ennuyeux, ça, Lancelot. Ah, je vous admire, chef. Je vous admire parce que pour mon compte, je nage. Vous? C'est rare, mais oui, si. Voyons, nous avons rassemblé une quantité de détails curieux sur Maupertuis, sa femme, Schmitt, Boursenac et Roger Benoît. Bon, mais quel lien y a-t-il entre eux? Que vient de faire là-dedans l'autre Benoît et la soprogie? Oui, bon, pour y voir clair, Lancelot, il faut faire marcher un peu votre imagination. Hein? Oui. Alors, prenons les choses comme elles se sont présentées à nous, c'est-à-dire par la fin. Comment a pu se dérouler le carnage de Marne-la-Coquette, selon vous? Enfin, si nous introduisons un 5e acteur dans la tragédie. Un 5e acteur? Oui, un meurtrier. Le meurtrier. Nous l'avons, c'est Maupertuis. Ah non, ça c'est pas mon avis, non. Le vrai coupable, vous l'avez désigné vous-même dès le début. C'est l'homme qui a téléphoné à Maupertuis samedi soir pour l'avertir que sa femme n'était nullement à Londres, comme il l'imaginait, mais chez son amant, Willy Schmitt, à Marne-la-Coquette. Cet homme a 4 morts sur la conscience. Vous aviez parfaitement raison. Ah oui, mais c'est le coupable indirectement. Ah non. Non. Directement, au contraire, directement, car d'après moi, l'homme en question, à peine sorti de la cabine téléphonique du métro Palais-Royal, est allé tout droit chez Willy Schmitt. Il l'a tué, ainsi que Caroline Bell. Oui. Il s'est ensuite caché quelque part, et il a attendu Maupertuis, qui est arrivé en trombe, peu de temps après. Mais Maupertuis est mort avenue Mozart, et non chez Schmitt. J'en suis persuadé. Le meurtrier l'a d'abord attiré chez Schmitt, non pour l'y assassiner, mais simplement pour que nous trouvions quelques traces de son passage dans la villa, ce qui n'a pas manqué. Nous avons trouvé ses empreintes sur la porte. Et Boursenac? Boursenac ne traversait nullement Marne-la-Coquette à minuit, histoire de prendre le frais en rentrant à Sannois, mais parce que le meurtrier lui avait donné rendez-vous chez Schmitt. Et pourquoi faire? Bon, je vais y venir dans un instant. Écoutez-moi bien, Lancelot. Pour l'heure, nous voyons Boursenac se présenter à la porte de la villa. Le meurtrier l'accueille aimablement, Boursenac fait un pas dans la maison et l'autre l'étend raide mort. C'est le 3e coup de feu que personne n'entendra, pas plus que les 2 premiers. Car les silencieux ne sont pas faits pour les chiens. Et Maupertuis, s'il vous plaît? Et Maupertuis n'a pas attendu Boursenac. Il a vu le cadavre de Schmitt et de sa femme, il a compris qu'il était tombé dans un abominable traquenard. Terrifié, il est allé se réfugier dans son appartement de l'avenue Mozart. Voilà. Sans penser à prévenir la police. Attendez, attendez, il rentre chez lui. Il rentre chez lui parce qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. À 2h du matin. Un rendez-vous qui lui a été fixé avant la tragédie. N'oubliez pas qu'il avait prévenu le fidèle Arsène qu'il ne dormirait pas au Péreux. Bon. Mais, retournons chez Schmitt. Hein? Voilà, Boursenac est étendu, raide mort, sur le seuil. Bon, le meurtrier quitte alors la villa, il manœuvre la voiture de Boursenac et l'abandonne très mal garée devant la maison, les lanternes allumées. Ainsi, nous croirons que Boursenac est intervenu impromptu en entendant les 2 coups de feu. Le meurtrier dont vous parlez est décidément un homme d'ordre. C'est un bon calculateur. Question de métier. Oui.
Oui, enfin bon, oui, ça va, ça va. Bon, la mise en scène terminée, il se rend chez Maupertuis, avenue Mozart, et lui tire une balle dans le crâne, à bout portant. Et semble silencieux cette fois, l'insonorisation du studio étant parfaite. Ainsi, le suicide de Maupertuis ne fera aucun doute. Ah oui, et bien entendu, Maupertuis a laissé son bourreau entrer chez lui, s'installer tranquillement et lui tirer une balle dans la tête au moment choisi. Mais il avait une excellente raison de l'accueillir. C'était avec lui qu'il avait rendez-vous. Avec lui. Et le visiteur lui apportait 300 000 francs, bien lourds. Plus les intérêts. Vous comprenez maintenant pourquoi Maupertuis ne se pressait pas d'alerter la police, hein? Quand on tombe un dimanche dans un guêpier comme celui où il s'était fourré, ben, il n'est pas mauvais d'avoir 300 000 francs sous la main avant de prendre une décision. Ah, franchement, vous m'épatez. Hein. Lancelot. Lancelot, voici mon avis. Roger Benoît a emprunté 300 000 francs à Maupertuis il y a 6 mois, plus 150 000 francs à Boursenac et autant à Schmitt. Il a annoncé à Schmitt qu'il se présenterait chez lui samedi soir avec l'argent. Il a donné rendez-vous à Boursenac chez Schmitt, un peu plus tard pour la même raison. Quant à Maupertuis, il lui avait annoncé qu'il irait lui porter son dû avenue Mozart à 2 heures du matin. Entre-temps, il l'a fait courir chez Schmitt, pour une raison bien différente. Caroline Bell. C'est probablement la liaison de cette pauvre enfant avec Schmitt qui a donné à Benoît l'idée de sa diabolique machination. Il voulait emprunter de l'argent à Schmitt et à Maupertuis, et il a découvert, un beau jour, que Maupertuis avait un motif plausible pour tuer Schmitt. Alors, il avait son scénario, il ne lui restait plus qu'à le mettre en scène. Roger Benoît. Roger Benoît. Oh, mais comment diable s'y serait-il pris pour se faire prêter des sommes pareilles? Mais nous avons la preuve qu'il connaissait certains détails croustillants du passé de Boursenac. Boursenac, le bigame, et le Maupertuis, le fraudeur. Il savait sans doute quelque chose de passionnant aussi sur le compte de Schmitt, l'homme au gadget. Ah, un chantage. Un chantage, pas tout à fait. Je pense que son frère dit la vérité quand il le décrit comme un tapeur raisonnable qui s'est contenté pendant des années de quelques billets reglanés par-ci par-là. Non, faire chanter un costaud plutôt sanguin comme Boursenac, un petit homme rusé et colérique comme Maupertuis, un garçon dynamique comme Willy Schmitt, c'est pas sans danger pour un amateur. Mais leur emprunter de l'argent pour 6 mois à un taux usuraire, sous prétexte de réaliser une mirifique opération immobilière dans la région d'Alicante, ça, c'est plus tranquille. Ah, alors c'est ici qu'interviendrait la Soprogie. Voilà, c'est ici. Oui. Benoît a photocopié les plans du programme Soprogie d'Alicante pendant son séjour chez son frère. Il s'est servi de ces documents pour appâter ses 3 dupes. La veuve de Boursenac a assisté à la dernière entrevue de son mari avec Benoît dans un café du boulevard Saint-Germain. Boursenac apportait l'argent à Benoît qui lui montrait les plans de la Soprogie. C'était pas du chantage, Lancelot. Seulement une escroquerie. Juste une escroquerie. Mais, étant donné ce que l'emprunteur savait sur leur compte, les 3 prêteurs se sont exécutés sans trop se faire tirer l'oreille. Et en acceptant qu'il ne subsiste aucune trace écrite du marché. Benoît était même arrivé à les persuader qu'il faisait une excellente opération. Souvenez-vous qu'en ce qui concerne Maupertuis et Boursenac, au moins, nous n'avons pas affaire à des petits saints. Oh, ben justement, ils n'ont pas craint une seconde que Benoît file à l'autre bout du monde avec leur argent. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait, puisqu'il tenait ses dupes, pourquoi prendre le risque énorme de les supprimer? Lequel des 3 serait mis en chasse pour le rattraper à Lima ou à Honolulu? Aucun. Vous avez raison. S'il les a supprimés malgré tout, c'est qu'il n'avait plus envie de quitter le pays natal. Voilà. N'oubliez pas que Benoît fut un grand voyageur qui est finalement rentré en France en fort mauvais état. C'est un homme bon pour la retraite. Les longs voyages ne sont plus pour lui. Il se trouvait donc quelque part en France. Là où un sanguin costaud comme Boursenac, par exemple, aurait pu lui rendre des visites... des visites très désagréables. Et à mon sens, il s'y trouve encore, occupé à faire travailler les 600 000 francs qu'on ne lui réclamera plus. Ah, oui. Eh ben, il n'y a qu'à lui mettre la main dessus. Ah oui, il n'y a qu'à lui mettre la main dessus. Oui. Je crois pas que ce soit aussi simple. Parce que malgré toutes nos précautions, les journaux laissent entendre que l'affaire de Marne la Coquette n'est pas classée. Si Benoît est bien le coupable, il a les yeux sur nous. Et à la première alerte, il nous filera entre les doigts. Même au risque de compromettre sa santé. N'oubliez pas qu'il a les moyens. Plutôt que d'aller à lui, je préférerais l'obliger à venir à nous. En l'obligeant à commettre une grosse imprudence. En somme, vous voudriez obliger le loup à sortir du bois. Ouais. Ce serait un beau résultat. Ah oui. Vous ne trouvez pas? Ah si, mais le moyen. Les grands moyens. Ah oui, Lancelot. Les grands.
quitte ou double. Je vous écoute, Madame Boursenac. Mais enfin, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, commissaire? Les journaux de ce matin racontent que vous avez repris l'affaire de Marne-la-Coquette, et maintenant vous croyez que ce n'est pas Maupertuis qui a tué mon mari et les deux autres. Oui, c'est vrai, chère madame. Enfin, pourquoi êtes-vous si contrariée? Parce que les journaux racontent aussi que je vous ai fait des révélations, monsieur le commissaire. Il paraît que je serais capable d'identifier l'homme que vous soupçonnez. Je l'aurais vu attabler avec mon mari dans un café il y a 6 mois, et en train de recevoir de l'argent de lui. Vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort, dites? Il est possible que les journalistes n'aient pas apporté, exactement mes paroles. Ils voulaient savoir où nous en étions à propos de l'affaire de Marne-la-Coquette. Je leur ai dit qu'elle n'était pas classée. J'ai peut-être évoqué devant eux la rencontre de votre mari avec ce personnage mystérieux dont vous m'aviez parlé. Mais je serais bien incapable de le reconnaître, je vous l'ai dit tout de suite. Et maintenant, il paraît que vous comptez sur moi pour le retrouver. Écoutez, je suis navré, moi. Il y a une confusion, sans doute. Oui, mais en tout cas, c'est très désagréable, voyons. Et je vous prie, je vous demande de faire publier une mise au point dans les journaux de demain. Sans ça, je vous garantis que c'est moi qui irai les trouver. Allons. Gardez votre sang-froid, chère madame. Ce sont des erreurs qui se produisent très souvent. Non, Non, mais je vous promets de faire le nécessaire, immédiatement. En attendant, je vous demanderai de sortir de chez vous le moins possible. Monsieur? Madame Boursenac? Oui. Je suis un ami de Pierre. Mon nom est Louis Chancelade. Il vous a peut-être parlé de moi. Jamais. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, Pierre m'a prêté il y a 6 mois une assez grosse somme. Je devais lui rendre cet argent ces jours-ci, et j'ai appris par les journaux dans quelles circonstances tragiques il est mort. Et j'ai appris également aujourd'hui que l'affaire de Marne-la-Coquette n'était pas terminée. Il paraît qu'on recherche un suspect que vous avez vu avec Pierre dans un café du boulevard Saint-Germain et à qui Pierre aurait remis de l'argent sous vos yeux. C'est une erreur de la police ou des journaux. Je n'en sais rien. J'ai seulement dit au commissaire que j'avais vu Pierre avec un homme que je ne connaissais pas, dans un café il y a 6 mois. Ah oui, ils disent que vous seriez capable de reconnaître cet homme. Mais non, voyons, je l'ai aperçu quelques secondes à peine et de très loin. Oui, bref, vous ne me reconnaissez pas. Comment c'était vous? Mais parfaitement, chère madame. Pierre venait de me prêter 150 000 francs. Et je lui montrais les plans de l'atelier que je faisais construire avec cet argent. Alors, je vous rapporte ce que je lui devais, et l'argent est dans cette serviette, tenez. Oh, écoutez, vraiment, alors là, vraiment, je vous remercie, monsieur. Je vous laisse là. Entrez donc, je vous en prie. Merci. Entrez, monsieur, je vous en prie. Oh, vous avez une bien jolie maison. Et tranquille. Oui, on a emménagé il y a 3 mois. Seulement maintenant que je suis seule, je vais revendre parce que c'est vraiment trop grand pour moi. Ah oui, je comprends. Tenez, voulez-vous vérifier si le compte y est? Mais bien sûr. Pardon. Alors, je vous demanderai aussi de m'accompagner à la police, s'il vous plaît. Parce que je n'ai rien à cacher et je tiens à m'expliquer avec eux en votre présence. Hein, pourrions-nous y aller demain matin, par exemple, si vous voulez? Mais oui, si vous voulez, monsieur. Je m'excuse de vous demander ça, mais vous devez comprendre ma situation. Je viens de monter une affaire de mécanique. Je travaille avec très peu de moyens, vous savez, et les affaires sont difficiles quand on vient de s'installer. Alors, je ne peux pas me permettre d'avoir des démêlés avec la police. Évidemment, oui. Le compte y est, je vous remercie, monsieur. Bon, voulez-vous que je vienne vous chercher demain matin à 9h? C'est entendu. Oh, mais... Oui, j'ai la tête, vous n'allez pas partir comme ça. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non, je ne voudrais pas abuser. Mais si, vous avez bien une seconde. Oh, écoutez, je serais contente que vous me parliez un peu de Pierre. Vous savez, je ne peux pas m'imaginer qu'il n'est plus là. C'est tellement incroyable. Oui. Ah, c'était un homme merveilleux. Et un ami, vous savez, un vrai. Qu'est-ce que je peux vous offrir, monsieur? Vous voulez du whisky? Volontiers, oui, mais à condition de ne pas boire seul. Oh non, rassurez-vous, je vais vous tenir compagnie. Vous connaissiez Pierre depuis longtemps? J'ai fait sa connaissance à Téhéran. Ah, vous étiez là-bas, vous aussi? Oui, je travaillais comme comptable dans la même entreprise que lui. Oh, c'est curieux.
Je lui ai dit plusieurs fois que ça me ferait plaisir de passer des vacances en Iran. Mais on aurait dit qu'il n'avait pas envie d'y retourner. Bon, excusez-moi, je vais vous chercher de la glace et de l'eau. Merci. Vous savez, Pierre était un gros travailleur. Il n'a pas fait beaucoup de tourisme pendant que nous étions là-bas. Moi, j'avais beaucoup plus de loisirs que lui, ce n'était pas pareil. J'ai eu le temps de circuler. D'ailleurs, je lui reprochais souvent de ne pas bouger. C'est à vous qu'on risque de le reprocher maintenant, Benoît, et pendant de nombreuses années. Pardon, mais qu'est-ce que ça signifie? Ne bougez pas! Ce revolver n'est pas un jouet. Et je suis aussi bon tireur que vous. Écartez-vous de la table. Allez! Voilà. Lancelot. Chef. Veuillez saisir délicatement le whisky destiné à Madame Boursenac. Voilà, tout de suite, chef. Mais enfin, commissaire, ça c'est un peu fort tout de Je même. m'excuse, chère madame, nous montions la garde près de chez vous depuis un bon moment. Quand monsieur est entré, je me suis permis d'aller me poster à la fenêtre du salon. Voilà. Alors vous étiez à peine sorti pour chercher de la glace qu'il a ajouté quelque chose à votre whisky. Ouf. Grosse imprudence, Benoît. Sentez un peu l'odeur de ce whisky, chef. Hein? Oui. Eh bien, si vous aviez avalé cette mixture, Madame Boursenac, vous n'auriez pas été en état de vous présenter chez nous demain. Enfin, ni plus tard. Et je doute que Monsieur Benoît y soit allé tout seul. Benoît? Mais il m'a dit qu'il s'appelait... Bon, ça, je ne doute pas qu'il ait changé d'identité depuis quelque temps, non. Mais quand nous lui aurons demandé de raser sa barbe et d'ôter ses lunettes, nous reconnaîtrons sans peine Roger Benoît, né à Paris 14e, le 30 juillet 1925. Nous sommes d'accord? Enfin, voyons, commissaire, un peu de sérieux. De quoi m'accusez-vous? Ce verre de whisky vous accuse à ma place, Benoît. Nous avons la preuve que vous vouliez tuer Madame Boursenac ce soir. Et pourquoi l'auriez-vous fait? Sinon parce que vous avez tué son mari et que vous avez eu peur qu'elle ne témoigne contre vous. Oh non, vous n'avez rien d'autre, s'il vous plaît. Mais si, si, rassurez-vous. Il y a aussi le meurtre de Willy Schmidt, de Caroline Bell, de Maupertuis. Comment c'est lui, commissaire? C'est lui, chère madame. Mais c'est pas possible, enfin... Mais pourquoi est-ce qu'il s'en serait pris à moi aussi? Je ne l'avais pas reconnu. Mais j'aurais été bien incapable de témoigner contre lui. Il avait un doute. Et dans le doute, cet homme-là ne s'abstient pas. Il supprime. Il avait cru commettre le crime parfait, en 4 exemplaires. La lecture des journaux de ce matin lui a causé une grosse déception en lui apprenant l'existence d'un témoin qui menaçait de tout remettre en question. Alors, il a décidé de supprimer le témoin. Et le loup est sorti du bois. Voilà. Allez, passez devant, Benoît, la voiture est avancée. En chemin, vous me raconterez ce qu'il y avait entre Willy Schmidt et vous, pour qu'il ait marché comme les 2 autres. C'est la seule chose que nous n'ayons pas encore tirée au clair. Et je ne vous cache pas que j'aime bien tout savoir. Oui, même si ça doit vous chagriner. Pierre Billard vous a présenté ce soir Et le loup sorti du bois, film radiophonique de Jean Châtenay, avec Micheline Français, André Valmy, Nicole Verville, Philippe Dumas, Jacques Sapin, Marc Lamolle et Henri Poirier. Prise de son Françoise Didier, collaboration technique Jacqueline Rieu, bruitage Louis Matabon, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard.